Bonjour Philippe, enchantée de Bonjour te Lydie. recevoir. Enchantée de te recevoir sur la chaîne Ladies Branding, c'est un plaisir de te recevoir, Merci à toi pour l'invitation. avec plaisir. Comment on en arrive à se dire, «Je vais lancer une marque, de lait sans lactose, sain, et local», quand on est, dans la communication, dans la rédaction web et Oui, dans l'entrepreneuriat. Enfin oui, tu étais déjà un peu dans l'entrepreneuriat, mais oui, complètement. En fait, c'est un hasard, de la vie mmh mh. finalement, puisque j'ai été confronté, comme malheureusement beaucoup de gens, je pense aujourd'hui, à, problèmes de santé, chez une de mes filles. Donc j'ai 3 Mmh. filles, hein, qui ont aujourd'hui, 20, 17 et 8. Mais la petite de 8 à l'époque, on lui a détecté un intestin poreux, donc il était Mmh. vraiment, très, très, très enflammé. Elle ne gardait rien. Et donc, pour solutionner ça, il fallait que l'intestin se reconstitue et pour ça, il fallait éviter et gluten et lactose. Alors des solutions existent sur le marché, bien sûr, existaient déjà à l'époque, principalement à base de soja et le soja, moi, j'avais pas envie de suivre cette solution-là, heu, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, voilà, le soja est un allergène comme un autre et donc ça restait un inflammatoire à moyen terme sur l'intestin. Le second, c'est que, voilà, la majorité du soja qu'on trouve aujourd'hui, chez nous, c'est du soja qui vient de très loin et qui est, produit de manière un petit peu, fort chimique, on va dire ça comme ça. Mmh. Et puis surtout, alors ça peut-être moins de gens le savent, mais, c'est un perturbateur endocrinien, Mmh. donc ça bouscule un petit peu les hormones. Et ayant 3 filles et une femme à la maison, je voulais éviter que ce soit Sarajevo le soir quand je rentre, parce que, voilà, on avait pris du ce perturbateur endocrinien à haute dose. Parce que c'est clair que si on remplace tous les produits lactés par des produits à base de soja, disons que, voilà, j'ai lu certaines études, qui ont été faites notamment aux États-Unis et voilà, les conclusions sont un petit peu, perturbantes par rapport notamment à des bouleversements de cycle chez les jeunes filles et cetera et cetera. Et voilà, comme je suis triplement concerné, j'avais pas envie de leur donner ça. Et je voulais du sain et si possible du bio. Alors, j'ai malheureusement rien trouvé qui me plaise et qui convienne un petit peu à ces attentes. En sachant que j'ai, 3 filles, qui comme moi aiment bien les bonnes choses et donc il fallait qu'il y ait du goût en plus. Et donc, je me suis mis en quête d'une solution. J'en ai parlé avec, René Mathieu qui est un chef, étoilé au Luxembourg, qui a eu plusieurs fois des distinctions et des prix de meilleurs restaurants véganes, même au niveau mondial. Parce que lui, il travaille beaucoup sur le végétal et lui m'a donné des pistes en disant: tiens, il y a peut-être moyen de travailler sur base de cajou et de riz notamment». Donc voilà, j'ai commencé comme ça et suite à une rencontre aussi, enfin à table avec, 2 de mes 2 de mes associés actuels, qui partageaient comme moi l'envie des bonnes choses et du plaisir, dans l'assiette, mais sain. Et donc à 3, on s'est dit: tiens, il y a un créneau là, il y a quelque chose à faire» et donc on a lancé, à l'époque, Prétexte, qui était un prétexte pour se faire plaisir, mais en mangeant sain et sans lait pour ceux qui devaient éviter les Mmh. produits laitiers. Donc on a commencé avec, une crème, enfin 2 crèmes, une crème, qui remplaçait un petit peu le yaourt à la base et puis la crème épaisse en cuisine, qui était faite à base de noix de cajou, et toujours selon une ligne dont on s'est jamais défait, depuis, qui était de faire, le plus sain, le plus propre possible. Donc on a maximum 5 ingrédients dans tous nos produits aujourd'hui. Et donc à l'époque déjà, c'était les noix de cajou, du riz, de l'eau, de l'huile de tournesol et du citron, c'est tout. Pas de conservateur, pas d'additifs, pas de stabilisants, et cetera. Et hem et puis voilà, on a démarré, l'aventure comme ça et puis elle a évolué aujourd'hui, avec toute une gamme, que tu connais. Oui, mais moi j'étais plus, je connaissais plus, Keynote, enfin je Oui, sais pas si ça se dit Keynote oui, oui, ou voilà. Donc enfin, alors mais là c'est plus du ça s'appelle quinoa et ouais. ouais. Alors en fait, on a évolué évidemment, donc on a commencé avec ces crèmes et puis en l'autre c'était une tartinade à base de macadamia et puis, on a des chefs qui sont intéressés aux produits qui ont dit: tiens, tu ne ferais pas une crème liquide, c'est plus facile pour la cuisine». Donc on a réalisé une crème liquide qui marche très, très bien, mais qui est aussi toujours à base de, cajou et de riz
Et donc là, on voulait essayer de trouver quelque chose qui soit plus local et qui soit aussi qui réponde à une autre des demandes, qui est effectivement le fameux lait végétal qu'on peut pas appeler lait, donc qui est une boisson végétale qui permettent de solutionner une autre des demandes qui est celle de trouver une boisson végétale qui va autant servir pour le petit déjeuner que pour dans la cuisine, que ce soit pour faire une purée, pour faire des glaces, pour faire toute une série de choses qu'on fait avec le lait. Mmh. Et donc là en fait, on fait des glaces aussi et une de nos glaces, on la faisait déjà avec un lait de quinoa. Et j'ai creusé un peu cet aspect-là, en échangeant beaucoup avec Isabelle, qui est notre associée dans le projet du lait. Isabelle qui est Isabelle Coupienne de chez Graines de Curieux. Et donc Graines de Curieux, c'est une société qui a vu le jour aussi parce que elle voulait changer les choses. On se rend compte que voilà, c'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que les céréales en Belgique doivent augmenter, et que c'est pas pour ça que les fermiers en Belgique doivent être moins bien payés. Et donc elle est allée voir justement toute une série de fermiers. Aujourd'hui, elle travaille avec cinquantaine d'agriculteurs pour essayer d'optimiser un petit peu l'utilisation de leur production, mettre en place vraiment des cycles complets annuels de plantation. Et parmi ces cycles, elle a introduit, pour la première fois en Belgique, le quinoa. Et moi, ça m'intéressait parce que voilà, on travaillait déjà le quinoa, et donc on a fait les premiers tests avec elle et ça s'est révélé concluant. Donc c'est comme ça que le lait de quinoa avoine, qui vient de chez elle aussi forcément, a vu le jour. Donc on a lancé le lait sur le marché il y a 1 an maintenant, pile 1 an. Ouais, c'est vrai que moi je vous avais découvert au salon, Valériane à Namur. Mmh. Ah, Sinon je vous connaissais pas, j'avoue. oui. Hem et du coup, j'avoue que c'est un peu, compliqué, enfin pour Mmh. moi, de Oui. comprendre, c'est au final, quelle est la marque? Parce que le lait, c'est plutôt, je dirais, le nom qui note Oui. et les crèmes végétales, et le reste, c'est plutôt prétexte alors? Ou à qui à Al enfin alors il y a une évolution, hein, on est une jeune start-up et mmh voilà, ça grandit vite et puis, si tu veux prétexte, c'était les crèmes. mh. Et puis, on a rencontré, Jésus, Mmh. ça s'est passé à Pâques, ça ne s'invente pas. Jesus Flores, qui lui avait créé sa gamme de glaces, végétales. Et lui, je l'avais rencontré parce qu'on produisait tous les 2 dans un même atelier partagé à l'époque, Mmh mh. chez Ludovic Bossimé enfin Ludovic, pardon, Vanaquereux à l'atelier de Bossimé. On produisait là dans des cuisines partagées et on échangeait beaucoup et à l'époque, Jésus me disait: «Écoute, j'en peux plus, tout seul, c'est compliqué, voilà, j'arrive pas à m'en sortir». Et nous, on avait des demandes, à côté de nos crèmes pour faire de la glace et donc avec, mes associés, et un 4e investisseur qui est rentré dans le projet, on a proposé à Jésus de racheter la marque Flores et de l'intégrer dans le projet. Donc lui, il continue à développer des glaces pour nous. Et aujourd'hui, donc, on a la marque Prétexte qui va passer sur l'enseigne Flores de manière globale. Donc Mmh. l'enseigne globale, ça va être la marque Flores. Et Flores a développé un produit qui s'appelle Keynote. Voilà, donc Keynote, le lait, ça reste la marque Flores. En fait. D'accord, OK. Hem, quelle est votre, vision, votre grande vision au travers de votre entreprise, au travers de la marque? L'idée, c'est justement d'apporter des solutions les plus locales, et saines possibles, aux gens qui se retrouvent soit confrontés à des problèmes d'ordre physique, soit qui par volonté, ou engagement, qu'ils soient végétariens ou véganes ou autres, aient besoin d'alternatives aux produits, laitiers principalement, mais qui soient faits, dans le respect, de toute une série de valeurs, à commencer par effectivement, les valeurs éthiques, le moins de produits de saloperie possible, enfin même pas du tout, et surtout les produits les plus propres et locaux, qu'on puisse trouver, toujours en bio, voilà et près de chez nous. Donc Dans même le lait, si tu veux, on a,
on a énormément travaillé sur le sourcing, donc on est transparent par rapport à ça en disant qu'effectivement, c'est au plus proche, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut prendre chez Isabelle en graines de curieux, quinoa et avoine, on le prend, mais malheureusement les récoltes, en tout cas de l'année passée, n'ont pas suffi à nous alimenter et donc on a dû compléter. On nous a proposé du quinoa du Pérou 5 fois moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui, mais ça ne rentrait pas dans nos valeurs et donc effectivement, le quinoa le plus en phase avec tous les critères qu'on avait, il vient du nord de l'Espagne. Donc voilà, ça c'est, ça reste européen, mais bon alors c'est sûr que dans l'appellation locale pure, 150 kilomètres autour, ben, c'est compliqué. Mais voilà, on voulait faire ce compromis et on est Mmh. transparent là-dessus parce que voilà, je pense que c'est important. Mais ça reste européen et peut-être qu'un jour, et on espère évidemment arriver à ce que on ait suffisamment d'agriculteurs qui nous suivent que et on continue à aller les voir d'ailleurs pour ça, que pour avoir suffisamment de quinoa qui pousse en Belgique. Euh, mais voilà, ça prend du temps et puis d'ici là, ben, on continue comme ça. Donc ça, c'est sur le sourcing. Hem et puis, bah, même chose avec l'huile de tournesol, on a essayé de trouver le plus proche possible. On a le packaging aussi sur lequel on a travaillé énormément, avec notre partenaire, qui est en fait SIG, parce qu'on voulait pas alors le reproche que beaucoup, parce qu'on travaille qu'avec des épiceries bio, beaucoup nous disaient: «C'est ouais, mais vous allez pas venir avec des tétrabriques, il y a plein d'aluminium, c'est compliqué, c'est lourd à recycler et cetera» et donc en fait, on a hésité longtemps à travailler en bouteille de verre, Mmh. mais bon, on a fait aussi quelques études là-dessus, il y a rien à faire aujourd'hui. Malheureusement, le verre, d'un point de vue empreinte écologique globale, surtout en émissions carbone, ça reste plus lourd, à l'utilisation, à la production et au recyclage que la solution que nous avons trouvée, qui est donc le SIG. Donc SIG, c'est une société suisse qui est spécialisée dans les packaging recyclables. Et SIG nous a mis au point alors c'est l'équivalent d'une tétrabrique, sauf que à la place des 3 feuilles d'aluminium qu'il y a d'habitude, il y en a plus qu'une. Et surtout que tout le packaging est en 100%, enfin, du coup, à 95%, ce qui est l'aluminium, mais le reste est à 95% biodégradable. Donc, en fait, même le capuchon, c'est pas du plastique, c'est du végétal. Et donc, ça nous permet d'avoir, ben voilà, une cohérence par rapport aux engagements éthiques qu'on voulait avoir sur le packaging aussi. D'accord. En dehors de l'éthique et de la transparence, est-ce que vous avez d'autres valeurs qui font partie de la marque? Oui, bah, voilà, l'empreinte sociétale est importante aussi, donc c'est pour ça que on s'engage à vraiment, maximiser, on a refusé de rentrer dans les grandes enseignes. Alors on est surtout en magasin bio, on a 300 magasins bio aujourd'hui avec qui on travaille sur l'ensemble de la Mmh. Belgique. On a dû faire une concession, c'est de rentrer, dans une marque, qui est Bioplanète, Mmh. parce qu'ils sont incontournables en Flandre, tout simplement. Mmh. En toute transparence aussi, voilà, Bioplanète, c'est aujourd'hui, 75 de la consommation bio en Flandre, c'est Bioplanète. Donc voilà et Ouais. malheureusement des petits acteurs bio en Flandre, autant en Wallonie, à Bruxelles, on en a énormément et Dieu sait si on est content de travailler avec eux, autant en Flandre, c'est très, très compliqué d'en trouver et qui survivent face à voilà la présence de Bioplanète. Donc et on avait par contre beaucoup de demandes, donc c'est vrai qu'on a dû, entre guillemets «accepter» mais par contre, on a refusé d'autres et on essaye vraiment de soutenir justement l'emploi local et les petits acteurs locaux parce que ça fait partie aussi de nos valeurs. Tout comme, beh, les producteurs avec qui on travaille. Alors forcément pour le lait, ben là on passe, beh, c'est assez étonnant, mais on passe par une laiterie parce qu'il Mmh. faut la technologie UHT et on n'a pas encore notre propres installations. Mais par contre, tout ce qui est crème, c'est produit, on a une équipe, moi j'ai travaillé tout seul dans un atelier pendant 1 an et demi. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant, 3 ans et demi, on travaille, chez Travi. Donc Travi, c'est une entreprise de travail adapté. Mmh. Heu, donc là, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes handicapées qui produisent toutes les semaines pour nous, les crèmes liquides, crèmes épaisses et tartinades. Pas mal, pas mal. Hem, oui.
Je est-ce que les valeurs, parce que vous êtes quand même 4 finalement dans l'entreprise ou peut-être Oui. même plus avec les collaborateurs, proches. Est-ce que parfois vos propres valeurs viennent, personnelles, viennent, influer parmi celles de l'entreprise et est-ce que enfin, comment vous gérez ça? Mais la valeur initiale est finalement celle qui nous guide toujours aujourd'hui, c'est de se dire: «Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants?» Et donc parce que c'est pour nos enfants, que le produit enfin les premiers produits ont été créés et donc la réflexion qui arrive toujours, pour, décider de lancer un nouveau produit ou de faire un choix d'un point de vue packaging ou d'un produit qu'on va rajouter, et cetera. C'est toujours la question de dire: «OK, est-ce que c'est en phase avec ce qu'on veut laisser, un comme image, 2 comme produit et 3 comme empreinte à nos enfants?» Ouais. Mmh. OK, donc on peut dire que vos valeurs vous aident à faire, les bons choix pour l'entreprise Oui. en tout cas. Oui, tout à fait. C'est des guides. OK. Voilà et comme on reste, nos propres actionnaires aujourd'hui, on a un partenaire, donc qui est Namur Invest, qui est rentré dans le capital. Mais je veux dire sinon nous restons, actionnaires, majoritaires. Voilà, on n'est pas guidé par, l'appât du gain ou le besoin de rentabilité. Voilà, c'est une entreprise qu'on a lancée il y a aujourd'hui, 5 ans. On a tous nos boulots à côté pour pouvoir la financer parce que voilà, on n'en vit pas, on ne se verse pas de salaire et voilà, on a aujourd'hui, une collaboratrice, heu, qui a travaillé avec nous. Là, elle vient d'arrêter son contrat durée déterminée avec d'autres projets, mais on a une autre qui va commencer, parce que voilà, ça fait partie aussi des valeurs, c'est de pouvoir permettre à d'autres d'en vivre, avant nous. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là. Est-ce que ça donne le vertige de, peut-être au début, hein, je pense Oui. qu'après quand on est habitué ça va, mais de se dire, «Je vais faire un truc où, voilà, on n'est pas, allez, je sais pas si on peut dire scientifique ou expert en tout cas dans la production de boissons végétales». Est-ce que quand on se dit, «Ça y est, j'ai cette idée qui est géniale», est-ce qu'on n'a pas quand même un peu le vertige à un moment de se dire: «Waouh, c'est quand même énorme, ça va me demander beaucoup de compétences, à acquérir pour pouvoir lancer ce projet», malgré qu'on est 4. Alors très vite, en fait, il faut se rendre compte que on ne peut pas avoir toutes les compétences. Donc Mmh. très vite, il faut arriver à trouver les bons partenaires. Et ça, je m'en suis rendu compte très, très rapidement puisque, c'est vrai que passionné de nourriture et de gastronomie, hein, parce que j'ai un petit passé, dans la gastronomie, même si Mmh. j'étais pas actif en tant que restaurateur, mais j'ai dirigé Gomio pendant 15 ans, donc voilà, le goût était vraiment important pour moi. Mmh. Donc la mise au point des recettes, me prend énormément de temps. Un produit, c'est, entre 6 mois et 1 an et demi ou 2 ans de travail. Mmh. La première recette enfin les premières recettes que j'ai mises au point, j'en étais content et cetera. J'ai dit: «OK, c'est abouti». Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres choses derrière. Donc les premières analyses laboratoires mettent en évidence certains manquements ou certains risques. Et donc là, on se rend compte qu'on doit se faire accompagner. Et donc là, on a travaillé avec des gens comme l'université de Gembloux, au Smart Gastronomy Lab, ou même des Food Labs du côté de Gand, pour aller isoler et identifier des compétences qui sont assez rares, hein, parce que le développement de produits végétaux comme ça, sans tomber dans les travers d'alternatives comme font les industriels en rajoutant des saloperies dedans, Mmh. eh bien, c'est pas évident et il y a encore peu de compétences vraiment développées. Donc, mais ça, c'est le secret, c'est de connaître très vite ses limites en termes de compétences et de rapidement identifier les bons partenaires, parce que sinon on n'avance pas. Très bon conseil. Hem, est-ce que du coup, tu parles beaucoup de tes concurrents, est-ce que tu en as beaucoup? Parce que moi, je pourrais dire peut-être, Alpro, que je connais Oui, le mieux. oui. Est-ce que tu en aurais d'autres, peut-être directs et indirects? Alpro, enfin voilà, on en a parlé 2 secondes du soja, voilà, tu sais ce que j'en pense. Je pense que voilà, Mmh. mais d'un autre côté, voilà, ils ont leur place sur le marché et bon, ils ont évidemment ils ont été parmi les premiers à vraiment Mmh. développer une alternative, bio, avec du soja pour ceux qui aiment ça, voilà. Moi, personnellement, le goût en lui-même, ça a fait le job, mais le goût, rien à faire, il est toujours altéré pour moi, donc je n'y trouve vraiment pas de plaisir.
Par contre, là où je suis vraiment vraiment méfiant et j'en parle régulièrement, heu, lorsque je suis invité à parler du sans lactose, c'est que là où les industriels jouent un double jeu, c'est que on a tous ces fromages sans lait et ces laits sans lactose, qui sont sur le marché, qui sont faits, en fait, par des fromagers industriels. Donc c'est pas vraiment des fromagers parce que voilà, déjà le fromage qui sort de là, voilà, mais le fromage qui sort de là, donc les fromages sans lactose, qu'est-ce que c'est en fait? Je vais reprendre le problème à l'envers. Qu'est-ce que c'est l'intolérance au lactose? L'intolérance au lactose, c'est le fait que, l'être humain, dans l'absolu et historiquement, le lait de vache, il était fait pour faire grandir le veau très vite et Mmh. donc il évoluait toute une série de choses auxquelles le corps humain n'était pas préparé. On fait un schéma, voilà. Et donc, le corps humain, au fil de l'histoire, parce que forcément, ça fait des milliers d'années qu'on boit du lait, le corps humain s'est adapté et a développé une enzyme qui s'appelle le lactase et qui permet d'assimiler ce lactose. L'intolérance au lactose aujourd'hui, elle est très très présente. 78% de la population mondiale est intolérante au lactose. Dans certaines catégories de la population beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils boivent moins de lait historiquement, tout ce qui est Asie, une partie de l'Afrique, Mmh. etc. Là, Mmh. on est à des 90, même 100% d'intolérants au lactose dans certaines régions, parce qu'ils n'ont jamais bu de lait, et donc Ouais. forcément, le corps a été remodifié dans l'autre sens. À l'inverse, chez nous, on a effectivement des corps qui ont été adaptés, mais qui sont de moins en moins exposés finalement à cette concentration de lactose parce que les laits aujourd'hui et les crèmes, tout ce qui est lait cru, etc., sont moins concentrés en lactose que ce qu'ils n'étaient avant. Et donc le corps réduit un peu ses barrières. Et c'est comme ça qu'on trouve de plus en plus de gens qui sont intolérants au lactose, parce que la morphologie humaine est en train de inverser finalement cette barrière qu'elle avait construite au fil des millénaires. Et donc cette production de lactase se réduit. Et donc en fait, ce que font les industriels, c'est qu'ils te disent ben voilà, je te donne un lait sans lactose, qui en fait est un lait tout à fait normal, dans lequel eux rajoutent la fameuse lactase. Mais il faut savoir que si on est intolérant au lactose, c'est que notre corps ne produit pas ces lactases, donc ça veut dire que quelque part, il ne veut pas produire ce lactase. Donc, les industriels vous donnent un produit dont votre corps ne veut pas, et en plus, ils rajoutent l'enzyme que votre corps ne veut pas produire. Ça, c'est le fameux lait sans lactose qu'on trouve dans le commerce. Bah, je Et ne ça, savais quelque part, pas. moi, ça me pose problème. Voilà. Mmh. Mmh. Je comprends. Et alors, l'autre problème, c'est que beaucoup de gens aussi font l'amalgame, y compris les médecins, entre l'intolérance au lactose et l'allergie à la protéine de lait. C'est deux choses Mmh. différentes. Mmh. Et c'est pas parce qu'on a pris du lactase que la protéine de lait, elle est pas là. Et Mmh. donc, c'est pas parce que du lait sans lactose, quand on est allergique à la protéine de lait, ça reste mauvais. Donc voilà. Donc, Ouais. mais bon, ça, les gens généralement s'en rendent compte, ou bien malheureusement associent ça à d'autres choses, en disant ouais, ça doit être le gluten, ça doit être quelque chose. Et voilà, parce Mais qu'il il y a une méconnaissance du corps médical sur, enfin en tout cas chez certains médecins, j'ai déjà été, j'ai déjà entendu des choses assez aberrantes là-dessus, et donc voilà. Donc et même chez les fromagers, c'est assez comique, parce que cette fameuse, intolérance au lactose, et le lactose dans les produits laitiers, c'est quelque chose qui est assez, je vais pas dire nouveau, mais en tout cas qui est creusé de manière très, très limitée, y compris chez les professions fromagères. Moi, j'ai un jour surpris un fromager sur un marché qui me disait: «Mais si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez prendre tous les produits à base de chèvre, de brebis, et cetera, il y a pas de lactose du tout». C'est pas vrai. C'est pas mmh. vrai. Il faut savoir que, dans un litre de lait de chèvre, il y a quasi autant de lactose que dans un litre de lait de vache. Mais, pour faire un fromage de chèvre, on utilise 6 à 8 fois moins de lait que pour faire 1 kilo de lait de vache, de Mmh. fromage de vache. Et donc, effectivement, la concentration en lactose est moins importante. Mmh. Et puis après, il y a d'autres exceptions. Il y a une grande majorité des pâtes dures en Suisse, par exemple, où il n'y a pas de lactose. Ça, c'est une technique de production. Le fromage de Herve, chez nous, on contient très peu. Donc, il existe des fromages, mais pour tout ce qui est crème et lait, malheureusement, voilà, les solutions, elles doivent se trouver chez des producteurs végétaux qui font voilà, des choses un peu propres et saines. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que, bah, moi, je suis passée un peu, dans tout ça et je remarque que c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à comprendre que sans lactose ne veut pas dire que tu auras pas de problème si tu es allergique, comme tu dis, à la protéine de lait. Donc, Ouais. c'est vrai qu'ils se disent, je vois ça souvent, «J'ai pris sans lactose», mais non, c'est c'est pas ça. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, ce que tu viens d'expliquer, je trouve ça très important et je trouve ça vraiment chouette que tu le partages. Pour toi, enfin pour vous, en tant que fondateur, qu'est-ce que vous aimeriez, quel serait le plus gros impact que vous souhaiteriez que votre marque puisse avoir dans le monde? Beh, déjà que les messages puissent passer par rapport à tu vois, voilà ce qu'il faut faire quand Mmh. on est voilà, on doit éviter le lait. Je pense que c'est bien et puis accessoirement, effectivement, essayer de se tourner vers, parce que si nous on peut, rencontrer une demande et en même temps, satisfaire, et aider à, utiliser l'offre qui est faite par nos agriculteurs, ben c'est parfait. Mmh. Et ça c'est l'équation parfaite et on va, bah, voilà, on envisage évidemment d'aller, attaquer le marché français notamment. Beh, dans les réflexions qui sont faites, il est question de produire là-bas aussi parce que, beh, d'abord, voilà, on n'a pas assez de quinoa et d'avoine pour satisfaire le marché belge. Mmh. On préfère continuer à développer le marché belge avec, de la production belge et pourquoi pas aller, aider les Français à développer leur marché français avec, du quinoa et de l'avoine française, ce qui existe aussi donc voilà. Mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire, par rapport à ton client idéal, ton est-ce que tu as fait un persona? Est-ce que tu as développé, Alors oui, en termes de persona, on a évidemment, la mère de famille, qui se retrouve avec, des enfants qui sont diagnostiqués parce que c'est de plus en mmh plus chez les jeunes forcément, hein. Pour te mh. donner une idée, quand on a lancé, nos études sur, bah, tiens, le taux d'intolérants au lactose et cetera, on a fait 2 constats. Le premier, bah, qui finalement est un peu en phase avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur la transformation, morphologique de l'humain, c'est que si tu vas dans une maison de repos aujourd'hui, le taux d'intolérant au lactose, il doit être de 0,5. Tu vas dans D'accord. une crèche ou dans une école maternelle aujourd'hui, il doit être de 15. Ouais, c'est Voilà. Donc ça, mmh c'est la première chose et la deuxième chose, alors je mets un bémol quand même tout de suite là-dessus. De temps en temps, on a certains pédiatres et cetera qui ont tendance à identifier fort le problème au lactose en disant: «C'est ça», alors que c'est parfois autre chose. Mais bon, on a quand même une croissance assez importante chez les jeunes enfants et les enfants sur cette intolérance au lactose, et qui est souvent identifiée comme telle effectivement et pas uniquement une supputation. Hem, donc là, ce que je disais, donc c'est effectivement la mère de famille. Le deuxième, c'est, tout ce qui est effectivement, les personnes qui veulent éviter le lactose, pour des raisons enfin et le lait, par, conviction, que ce soit donc les végétariens, les véganes et cetera. Et troisième, c'est la personne qui fait attention à ce qu'elle mange, en ce compris pour son corps, au niveau équilibre. Heu, Elle peut manger des produits laitiers de temps en temps, mais elle va faire attention, bah, à tout ce qui est calories, à tout ce qui est digeste. Parce qu'il y a rien à faire forcément, tout ce qui est végétal est plus digeste que tout ce qui est animal. Et donc, ça c'est clairement on a des sportifs, on j'avais même rencontré à l'époque, un nutritionniste, olympique qui m'expliquait que, contrairement à ce que je pensais, parce que moi je pense que ma tartinade au lait de macadamia, c'était lourd et c'était mauvais pour les sportifs et lui m'avait dit que non, parce que justement l'équilibre au niveau des sucres était bon et que même au niveau du renforcement musculaire, c'était intéressant. Donc j'étais assez surpris. Mais donc on a un côté sain qui est vraiment, présent et plus qu'on le pensait finalement dans beaucoup de nos produits et donc qui rencontre ce troisième persona qui est la personne qui veut faire attention à ce qu'elle dit. Mmh. OK. Hem, j'avais une question qui me traversait l'esprit, mais ça va perturber, mais je crois que tu y as répondu. Moi, ce que je me demandais, mais je comparais avec le lait, c'était si au niveau des apports nutritifs, il y avait une forme d'équivalence, hem, parce que tu parles de sportifs, mais il y a aussi l'apport en protéines Oui, et ouais. je me demande si, le fait de faire du végétal, parfois, c'est pas risqué d'avoir
un Ouais. plus faible apport, mais c'est peut-être une erreur de ma part, Non, c'est pas une erreur. Alors, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que oui, honnêtement, oui, là, on doit être transparent. Effectivement, en termes de protéines pures, on a moins d'apport protéinique sur 1 litre de lait végétal par rapport à 1 litre de lait. Ça, c'est mmh sûr, et on sera difficilement fait, l'équivalent. Hem, mais on a un apport qui est quand même là, qui n'est pas négligeable, même s'il est pas, enfin, je veux dire, on est quand même loin du lait entier. Hem, mais on a quand même un apport. Par contre, on a un équilibre sur les autres, que ce soit glucides, lipides, et vitamines, et l'un dans l'autre finalement, heu, on est pas trop mal, que ce soit au niveau des crèmes, des laits, et même des glaces, puisque bon, voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la question était à un moment donné de se dire: «Bah tiens, bah, il suffit de rajouter de la protéine comme certains industriels font». Hein, on a aujourd'hui des laits végétaux, extra protéinés. mh. Alors d'abord, ça, c'est interdit désormais en bio, et deuxièmement, bah, voilà, pour être cohérent par rapport à notre démarche et notre philosophie de dire: «On rajoute le moins de choses possible dans nos produits», ben voilà, on laisse, la nature s'exprimer, et puis, ben, tant pis s'il y a un peu moins de protéines. Mais on sait que, voilà, boire un verre de lait, ou boire un verre de notre boisson végétale le matin, il y a un côté quasi aussi sain, heu et ça, on en est convaincu, quoi. Et Après niveau les nutritionnistes aussi, nous disent, voilà, on n'est effectivement pas à l'apport protéinique, du verre de lait, mais il y a bien d'autres choses, et donc l'un dans l'autre, c'est très bien. Après c'est aussi à la personne en face de regarder aussi pour avoir un équilibre, et de faire des choix ou Bien voilà, sûr. ou de rajouter elle-même des protéines. Quoique dans ce milieu-là, c'est assez, compliqué de trouver des protéines, végétales, Oui, saines. voilà, voilà. L'idée Ouais, peut-être. tout à fait. Enfin voilà. Hem, En dehors du fait qu'il y a très peu de composants, d'ingrédients dans vos produits, ce que tout le monde ne sait pas forcément, Oui. comme ce que tu expliquais avec le soja et cetera. Pour toi, pourquoi, les gens viennent plus vers votre marque plutôt que Alpro ou d'autres, qu'on peut trouver en magasin? Alors Qu'est-ce qui fait? hem, il y a 2 raisons. La première, enfin, et on le qui est celle de pourquoi ils viennent vers notre marque, c'est parce que on essaye de se différencier au niveau du packaging, parce que voilà, on n'a pas des millions d'euros à investir dans la publicité, donc voilà, on essaie d'être présent sur les salons, et cetera. Mais c'est vrai que le packaging en rayon, bah, avec le côté noir qui est quasi, systématique, hein, que ce soit sur les bouteilles de lait ou les crèmes, effectivement, et c'est un peu une trame, identifiante. Et la deuxième, c'est plutôt à la question pourquoi les gens reviennent vers notre marque, c'est qu'une fois qu'on a goûté, voilà, le on a beaucoup de gens qui nous disent: «Bah, une fois que j'ai goûté votre lait, les enfants, ils ont dit: "Même le lait d'amande, tu vires", et c'est ça qu'on veut, le matin». Donc le côté goût, et voilà, je te l'avais dit, c'est vraiment, c'était une des missions de base, c'était d'arriver à avoir un goût qui soit en phase avec nos exigences, celles de nos enfants, et voilà, et donc ça, c'est atteint, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui «reviennent facilement» entre guillemets, vers notre marque, oui. En dehors de tu parlais du packaging, est-ce que toutes ces connaissances, ces recherches sur, ton entreprise, vos valeurs, vos clients, est-ce que ça a une influence sur, votre façon d'envisager votre branding de façon générale? Oui, bien sûr, parce que forcément avec l'expérience, et puis bon, ben, les échanges qu'on a avec, d'autres producteurs, avec, des gens, que ce soit l'AFSCA ou bien de la certification bio, mais aussi nos partenaires comme SIG qui essaient encore d'évoluer encore un peu plus chaque jour sur le packaging du lait. On a même chose sur les packaging de nos glaces, par exemple, qui sont, elles, 100% biodégradables. On avait fait une campagne à l'époque où on disait: «Quand votre pot de glace est vide, vous le remplissez de terre, vous mettez une graine, et quand la plante a poussé, vous la mettez dans le sol, et le pot va se biodégrader». Donc on continue à tenir compte de ça, et ça nous guide, parce que le jour où on sera en boîte en plastique, dans les magasins, c'est qu'on aura changé. Mmh.
Tu parlais que tu voulais pas faire, partie des grosses enseignes. Pourtant, une question que je me posais, c'est Carrefour a quand même un rayon, pour les produits locaux. Heu, Oui. donc pourquoi, ne pas faire partie de certains, peut-être, grosses enseignes qui valorisent le local? Alors, eh bien, écoute, on peut en parler toujours en toute transparence. On a testé le rayon local de chez Carrefour. Mmh. Heu, le problème, c'est que c'est donc des produits non laitiers et lorsque tu es dans ce rayon produits locaux, la personne à qui tu vas demander conseil par rapport à ces produits, c'est le responsable de la fromagerie ou la crèmerie, qui lui, forcément, il est passionné du beurre, de la crème et du lait. Mmh. Et donc parler de nos produits, pour eux, c'est très compliqué. Donc c'est pas les meilleurs ambassadeurs et donc à l'inverse des épiceries bio, des petits magasins où chaque employé connaît chaque produit et peut en parler et souvent avec passion parce qu'ils sont convaincus par la majorité des produits qu'ils vendent, eh ben, en grande surface, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends Et mieux. voilà. Donc ça, ce sont, des un certain point de contact, avec, votre audience. Est-ce que vous en Oui. avez d'autres? Parce qu'il y a le site, il y a les épiceries, tu parlais des Oui, salons. on essaye de faire des beaucoup de marchés de producteurs. Alors on n'est pas toutes les semaines au marché de X ou de Y, mais disons qu'on Mmh. va peut-être dans les épiceries, les magasins bio, faire des dégustations parce que c'est important. Mais aussi on a des initiatives comme C'est bon, c'est wallon, qui est un salon qui met en avant les producteurs wallons. On est présent chaque année depuis 4 ans. Et d'autres. On va aussi à des salons professionnels. Euh, pour essayer de rencontrer d'autres acteurs d'épicerie. Et voilà. Et puis on essaie là, on va lancer toute une série d'initiatives pour essayer justement que ce soit des cours de cuisine ou bien avec des chefs pour essayer de faire découvrir non seulement nos produits, mais aussi tout ce qu'on peut faire Mmh. avec des concours de recettes, etc. Parce que voilà, ce sont pas que des produits à utiliser seuls, ce sont des produits aussi qui peuvent faire partie du quotidien, que ce soit pour faire une purée, comme je disais tout à l'heure, un chicon gratin, il y a moyen, et puis aussi, voilà, les crêpes, les pancakes, tout ça, et aussi les baristas, parce on a des baristas qui aujourd'hui sont convaincus, on a de plus en plus de clients, parce que notre lait, par exemple, il mousse comme un vrai lait. Donc ça, c'est pour faire les fameux dessins de nos amis baristas, mais ça marche très très bien. Mmh. Hem, est-ce que vous avez pensé, enfin, au niveau réseaux sociaux, est-ce que vous êtes présent sur, Instagram, LinkedIn, oui, mais est-ce que sur YouTube, ça pourrait être, intéressant peut-être de proposer justement, des Alors vidéos? oui. Donc sur Insta et Facebook, on est présent avec Flores Food. Ouais. Et puis, voilà, LinkedIn, c'est moins notre public cible, hein. Donc comme je t'ai expliqué les 3 personas, voilà, Mmh. on communique moins sur LinkedIn. Maintenant, à terme, c'est vrai que, voilà, on est en train d'envisager toute une série de pistes marketing, dont, des vidéos, des recettes. Et donc là, pourquoi pas YouTube à ce moment-là, effectivement, oui. Mmh. Comment vous gérez toute cette enfin la cohérence, à travers les réseaux sociaux, les points de contact? Mais de nouveau, ça, c'est une question de comme je te le disais, on sait pas tout faire soi-même. Mmh. Même si moi voilà, j'ai un parcours de 20 ans dans la communication, mais Mmh. voilà, comme je te le disais, je ne fais pas que ça et je travaille, pour d'autres clients et donc on a, pris le parti de, là aussi, se faire entourer, d'experts qui maîtrisent mieux certains aspects, et donc on travaille, avec des jeunes équipes à gauche et à droite, et c'est réglé comme ça. OK. Quel est, ton plus gros défi sur le plan, personnel, que tu as eu à relever depuis cette aventure et quel est le plus gros défi pour la marque à l'heure actuelle, la plus grosse difficulté à relever? Hem la plus grosse difficulté finalement, alors, une des grosses difficultés qu'on a, c'est celle qu'ont la majorité des producteurs en Wallonie, c'est la logistique. Mmh. C'est les livraisons, on a quand même la moitié de nos produits, plus de la moitié de nos produits qui sont en frais ou en congelé, et ça, faire livrer, c'est très compliqué. Donc, toucher le client final, c'est très lourd, et avec l'augmentation des prix du transport, du froid, et cetera, ça a bien augmenté.
Donc c'est très, très contraignant. Donc ça, c'est vraiment ça a été un frein finalement à certaines choses. On a dû arrêter de fournir certains de nos clients parce que c'était plus juste plus rentable et enfin, voilà, c'est pas qu'on veut absolument gagner de l'argent, mais on veut d'en perdre aussi. Donc voilà, Ouais. ça, c'est un des gros défis. Heu et donc mais là, maintenant, on est en train de nouveau ici de s'entourer de partenaires et de s'asseoir sur les structures qui se sont développées là autour, et qui nous permettent de petit à petit aller plus facilement voir plus loin et retoucher ceux qu'on avait perdus. Et mon défi personnel le plus dur, c'est de freiner les idées parce qu'il y a plein d'idées, sur les produits, connexes. Voilà, on doit essayer de se recentrer sur certains pour essayer d'avancer et les finaliser parce que ça prend beaucoup de Mmh. temps. Mais c'est vrai qu'on a vite des demandes connexes en disant: «Ouais, est-ce que tu pourrais pas me faire un truc comme ça et comme ça?» Et puis voilà et puis donc le potentiel est encore énorme. On a encore plein de choses à faire et donc c'est un très, très chouette projet, donc on est content d'y être. En effet, je trouve ça chouette aussi et c'est bien d'avoir plein d'idées. C'est vrai que c'est pas toujours évident de les comme tu dis, de les restreindre, surtout quand on est enthousiaste sur ce qu'on fait. Ta plus belle victoire, le dont tu es le plus fier par rapport à ta marque, Ah! enfin, votre marque? Mais c'est pas une grosse victoire, c'est des petites victoires. C'est chaque fois que je vais, sur un salon, que je fais goûter mes produits et les gens disent: «Ouais, non, mais ça, j'aime pas» ou «J'aime pas l'acajou» ou «J'aime pas, quinoa, ça va pas». Et puis on voit les yeux des gens et voilà, ça c'est gai, ça c'est, quand il y a un enfant qui redemande, un deuxième verre de lait ou quand il y a, un monsieur qui dit: «Non, non, moi je mange pas de saloperie végane» et puis qui goûte et puis qui dit: «Bon, ben allez, on va quand même en prendre pour l'apéro». Bah, voilà, ça c'est des petites victoires qui font que, ça entretient le plaisir quotidien, ça c'est sûr, Mmh, ouais. top. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Ton meilleur conseil, là, sur le moment? Beh, comme je le disais, c'est de bien focaliser, et ne pas s'éparpiller sur 10 000 produits, commencer par un et puis, voilà. Même si, et ça a été notre erreur, on a couru derrière 10 produits parce que on nous disait: «Ouais, si vous voulez rentrer dans un magasin, il faut que vous ayez plusieurs produits parce qu'un seul, ça va être très compliqué». Et donc on s'est éparpillé alors que je pense qu'on aurait pu aller plus vite si on s'était focalisé au fur et à mesure sur un produit chaque fois. Et la deuxième, c'est comme je le disais, c'est vraiment de bien s'entourer, bien connaître les limites de ses compétences et de bien identifier les partenaires avec des compétences isolées, pas des partenaires qui font tout parce que ça n'existe pas non plus. Mmh. Et aller de l'avant comme ça, ouais. OK. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé aborder pendant cette interview? Heu, peut-être quels sont les prochains produits qui vont sortir? Quels sont les prochains produits qui vont sortir? Bah, écoute, on reste dans la gourmandise puisque, avec le succès du lait, hein, parce que le Mmh. lait, donc comme je te le disais, on l'a sorti il y a 1 an et en 1 an, là, on vient de dépasser les 100 000 litres, de produits vendus. Donc on n'a plus Waouh! rien, on reproduit, demain. Donc c'est très, très gai, c'est chouette et donc on a décidé de lancer une version chocolatée de ce lait, en partenariat avec un producteur de chocolat bio, qui fait du Bean to Bar. Donc c'est important aussi de pas travailler avec du chocolat industriel non plus, puisque dans la majorité du chocolat industriel, il y a soit du soja et ou du lait, même du chocolat noir, c'est assez dingue, mais c'est comme ça. Mmh. Donc ici, on travaille avec Nao, qui est un petit acteur, mais très efficace et très, très éthiquement engagé aussi, à Bruxelles. Et avec eux aussi, on va lancer, une glace au chocolat, et parallèlement une glace vanille, toutes 2 réalisées sur base toujours de notre base, Keynote. Et là, les premiers tests sont vraiment très, très bons. Donc je pense la commercialisation devrait se faire ici dans les semaines qui viennent. Top, bravo, j'ai hâte de découvrir ça Oui, et de tester. je te ferai signe dès qu'ils sont là. Top, oui, je veux bien, franchement, ce serait génial.
Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter, en dehors que ça fonctionne pour les produits, qui vont arriver ici, à la marque pour l'avenir? De continuer d'avoir autant de plaisir à faire partager, nos valeurs d'une part et puis, les bonnes choses qu'on arrive à mettre au point, d'autre part. Parce que si on arrive à avoir chaque jour un peu plus de monde qui a autant de plaisir que nous à goûter nos produits, on sera toujours heureux. Voilà. Top. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais merci. Merci en tout cas Merci. pour cet échange. Merci à toi, merci d'être venu et de nous avoir partagé, toutes ces choses très enrichissantes en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.